Allez. Bon, sincèrement, c'était l'une des semaines les plus épuisantes de cette année 2023. En termes d'énergie dépensée pour tenir des plans qui mettent du temps à se mettre en place. C'était pas une satisfaction sur le plan de la performance, mais plutôt une satisfaction dans la gestion de ses émotions, dans les tailles de position, autrement dit le money management, et finalement de tenir un processus en place et de rester discipliné. Avec tout le bruit ambiant qu'on a eu cette semaine, et tu vas voir, ça n'a pas été de tout repos. Même si c'est vrai qu'il y en a qui pourraient dire « Ouais, il s'est pas passé grand chose et tout », mais sincèrement, quand tu es dans le feu de l'action, c'était, on va le voir, pas si simple que ça. Alors effectivement épuisé, mais j'ai vraiment cette volonté de partager aussi ces moments difficiles avec vous parce que ça fait partie du métier, ça fait partie du trading, ça fait partie de l'investissement que de passer ce type de période. Alors on va quand même faire tout ça dans la bonne humeur. Et je vais bien évidemment vous expliquer tout ça et vous allez voir avec un mix de formats puisqu'il y en a certains qui m'ont dit oui, ce format c'est bien, ce format c'est bien. Bref, on va mixer les deux et on va voir ce que ça donne. Concernant la partie macro, je vais aller très rapidement et d'ailleurs je vais prendre mes notes aussi, on va faire ça très simple, à la cool, parce que c'est dimanche. Ouais, alors pas pour tout le monde. Hein. Et tout de suite direction le Japon où on a certains gouverneurs qui se disent ça va être compliqué quand même de tenir cette politique monétaire ultra accommodante pour l'année prochaine. Et du coup tu vas voir que ça va nous servir, c'est la raison pour laquelle, et comme je le disais d'ailleurs dimanche dernier dans le débrief hebdo, qu'il y ait beaucoup d'indices qui font tout et n'importe quoi. Il y en a qui bourrent, il y en a qui s'effondrent et il y en a qui ne font rien. D'ailleurs, je vous ai pas menti. Et on va le voir concrètement. Donc, qui dit arrêt ou en tout cas anticipation d'arrêt de politique monétaire ultra accommodante dit indice japonais dans la piste noire. Enfin, la piste rouge, quoi, du coup. Côté pétrole, on a la Russie et l'Arabie Saoudite qui ont dit aux membres de l'OPEP+, ça serait pas mal que tout le monde se mette d'accord pour réduire la production. Ça nous arrangerait pas mal quand même que ça remonte ces cours du pétrole là qui se sont boités depuis des semaines. D'ailleurs, sur les cours du pétrole, on le verra, on est arrivé finalement pas loin des plus bas de l'année qui est une grosse zone support et que je considère donc plutôt comme une zone d'achat. Quelques publications macroéconomiques cette semaine, le fameux NFP, les créations d'emplois aux États-Unis, mais avant ça, on a toujours le petit amuse-bouche avec l'ADP. Et là, les créations d'emplois ont augmenté moins fort que ce qu'on attendait. Le marché de l'emploi se refroidit. En même temps, c'est ce que cherche la Fed avec cette hausse des taux qu'il y a eu ces derniers mois. C'est ralentir l'économie, soft landing idéalement, du coup réduction de l'inflation. Et à ce moment-là, les marchés se sont dit ah bah ça peut être une bonne nouvelle puisque si il y a moins de création d'emplois, ça veut dire que l'inflation va baisser. Si l'inflation baisse, c'est cool, direction le nord. Et on va voir d'ailleurs que c'est pas forcément vrai. Et puis en fin de semaine, nous avons eu les chiffres donc du NFP les plus regardés. Alors c'est pas forcément les créations d'emplois, quand bien même elles sont ressorties elles aussi meilleures que ce qu'on attendait. Mais là-dedans, on a aussi l'évolution du salaire moyen et là, il a été plus fort que ce qu'on attendait. Donc plus de création d'emplois, plus d'activité économique, mais aussi plus de hausse de salaire, donc inflation. Donc peut-être que les marchés qui sont scotchés là-haut au plafond pourraient se dire il y aura peut-être pas 4 ou 5 baisses des taux l'année prochaine parce que oui, c'est ce que le marché anticipe aujourd'hui. Entre 4 et 5 baisses des taux de la Fed, mais aussi entre 4 et 5 baisses des taux de la Banque Centrale Européenne. C'est pour ça que les marchés sont scotchés au plafond et qu'on continue à exploser. Et si on fait un tour du côté de ce qu'on appelle des dot plots, c'est les estimations justement des membres du FOMC cette fois, c'est pas les estimations du marché. Et ben on regarde avec ce graphique, les petits points là, c'est chaque membre du FOMC estime que les taux en 2024 seraient autour de 5%. Donc ce qui veut dire entre 1 et 2 baisses des taux en 2024 et pas 4 ou 5. Comme l'estime le marché aujourd'hui. Et donc effectivement, les marchés créent leur propre histoire, leur propre anticipation. Alors, est-ce qu'ils se trompent ou pas? Bien entendu, l'avenir nous le dira. Sachant qu'en plus, l'année prochaine, ça sera les élections américaines. Et pendant les élections, la Fed ne peut pas se permettre de baisser ses taux directeurs. Donc si elle le fait, il faudra qu'elle le fasse vite. Et ça tombe bien parce que la semaine prochaine, on aura la réponse. Et oui, mercredi 13 décembre, réunion de la Réserve fédérale américaine. Alors à ce moment-là, il y aura beaucoup d'attentes du marché vis-à-vis de Jérôme Powell. Côté microéconomie, ça y est, Worldline, on en avait déjà parlé, va sortir du CAC 40. Elle s'est faite déboîter. Ce qui semble somme toute logique. Et elle sera remplacée par Vivendi. On a eu également quelques petites news croustillantes sur Alphabet et AMD
qui justifie aussi peut-être pourquoi les indices américains ont tenu là-haut perché. Lancement du dernier logiciel d'intelligence artificielle de la maison mère de Google. Et AMD a estimé que le marché potentiel de ces puces d'intelligence artificielle pour les centres de données pourrait atteindre 45 milliards de dollars. Forcément, ça booste. Côté technique, on a eu sur les cours de l'or un micro ATH puisque ça a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. On a eu un spike haussier, on a fait des nouveaux records historiques et puis derrière c'est retombé. Alors plusieurs raisons expliquent cette poussée haussière qu'on a sur les cours de l'or, même si en fin de semaine l'or s'est plutôt replié. À savoir pourquoi. Déjà parce que les banques centrales sont quand même fortement acheteuses, et elles continuent à l'être. On a eu un petit affaiblissement du dollar, du coup ce qui favorise notamment les matières premières et donc les cours de l'or. Et les chiffres de sortie des fonds ETF orifères nous montrent qu'il y en a de moins en moins. Il n'y a qu'à voir au mois de novembre, on voit que les sorties diminuent de plus en plus, ce qui veut dire que il y a moins de vendeurs. Alors pourquoi l'or est apprécié, notamment avec les conflits géopolitiques, ce qui peut être considéré plutôt comme une valeur refuge, et également donc le positionnement de ces investisseurs que sont banques centrales et également les fonds en ETF. Eh ben on va travailler avec les graphiques en live. Alors, quand je vous disais effectivement dimanche dernier qu'il y avait des indices, ça partait un peu dans tous les sens, qui montaient, qui baissaient, d'autres qui ne faisaient rien, et ben ça s'est même accentué, je vous ai pas menti, ça s'est même accentué cette semaine. Alors on parlait effectivement de peut-être l'anticipation des marchés, qui est moins d'assouplissement au travers de la Banque centrale du Japon. On va parler d'abord des choses qui se sont bien passées, des choses moyennes et des choses peut-être qui se sont entre guillemets mal passées ou sur lesquelles en tout cas j'ai loupé des mouvements. Alors les choses se sont bien passées. Le Nikkei, je vous ai dit dimanche dernier, travaillait 3 indices faibles, plus particulièrement 2. 1, le Nikkei qui donnait déjà la semaine dernière des signaux de faiblesse, ça s'est accentué cette semaine. Et le Nasdaq, mais aussi le SP500. Et bien regardez le Nikkei, je vous disais s'il passait sous cette zone de polarité des 33 200, et ben je le charbonnerai à la vente et ça a donné 1000 points de baisse. Objectif atteint, c'était exactement 32 200 points. Le Nikkei s'est arrêté à 32 183 points, ce qui nous a permis du coup d'encaisser quand même 1000 points sur des marchés qui n'ont pas finalement trop bougé cette semaine et qui étaient quand même pas très lisibles. Donc vous voyez que finalement, d'avoir ces zones de polarité, ça nous permet lorsqu'on a des zones de résistance ici sur lesquelles ça échoue, on a des premiers signaux de faiblesse. Et sous ces zones-là, lorsqu'on a une casquette bien identifiée, en l'occurrence une casquette rouge, eh ben ça fonctionne, ce qui a permis finalement de rallier cet objectif, moyenne mobile à 50 jours, et c'était également finalement un niveau qui avait été intermédiaire, mais qui avait déjà été travaillé dans le passé. Objectif atteint, très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire sur le Nikkei? Eh ben, dès qu'on aura des rebonds, en tout cas tant qu'on reste sous les 33 000 points, on aura toujours une pression baissière à court terme, bien évidemment, parce qu'on est toujours dans le cadre de cette impulsion haussière qui avait démarré début novembre, toujours dans le cadre de cette impulsion haussière. Donc là, c'est un beau trade pour cette semaine. Ensuite, on va passer sur les indices qui n'ont finalement pas fait grand-chose. À l'heure où je tourne cette vidéo, on a encore des cotations qui bougent puisque les marchés ne sont pas forcément encore clôturés. Regardez ici sur le Nasdaq, et ben, qu'est-ce qu'il a fait le Nasdaq cette semaine? Et ben, il n'a pas fait grand-chose. Depuis 2 semaines, il ne bouge plus. Il est scotché au plafond, d'accord, sur ses records historiques ici. Donc il y a encore un peu de place pour atteindre les records historiques. Si on prend les plus hauts par rapport aux records historiques, on a 4%. Mais globalement, on est toujours dans le cadre de cette dynamique haussière, tendance primaire haussière, mais sous cette zone de résistance qui pour le moment n'arrive pas à passer. La semaine dernière, il donnait déjà des signaux de faiblesse, un peu le seul d'ailleurs avec le Nikkei encore une fois, puisque il n'arrivait pas à monter, il mettait quelques petits bougies rouges. Donc je vous avais indiqué la semaine dernière une polarité, les 15 009. Tant qu'il était sous 15 009, je le travaille à la vente, à la vente, à la vente. Et en fait, plusieurs fois cette semaine, on est passé sous 15 009 et je vais mettre sur des unités de temps plus courtes, par exemple sur de l'horaire, comme ça on va voir les variations de manière un peu plus zoomée. Et bien à chaque fois, vous voyez, hop, on passe sous 15 009, ça donne quelques points. Ça, on passe sous 15 009, ça donne quelques points. Et lundi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça, c'était la semaine d'avant, où je vous disais que c'était un peu compliqué sur le Nikkei, sur le Nasdaq, mais je peux continuer à travailler. Et bien, vous voyez ici que sur le Nasdaq, sous 15 009, hop, dès le lundi, le travail a payé, puisque ça a donné 200 points,
J'ai continué à le travailler à la baisse. Hop, ça a donné encore ici 100 points. D'ailleurs, ici aussi également. Encore 100 points. Encore 100 points. Et puis derrière, finalement, on s'est installé au-dessus de cette zone des 15 009. Et vous voyez que cette grosse zone de polarité des 15 900 points, eh ben, on a un peu navigué un peu en dessous, un peu au-dessus. Donc moi, mon projet, c'était tout simplement de le travailler à la vente si on était en dessous des 15 900 points. Donc ça a fonctionné à 3 reprises. Et puis vendredi, en fin de semaine, on s'est installé au-dessus des 15 900 points. Donc pour le moment, je reste à l'écart, mais je vais vous expliquer bien évidemment après ma stratégie à venir. Concernant le SP500, c'était à peu près la même chose, sauf que le SP500, vous allez voir qu'il a été un peu plus fort que le Nasdaq. Dans un gros range, lui également, hop, il est plutôt proche de la borne haute, en tout cas tente de s'en extraire par le haut. Mais si on regarde l'indice cash ici, notamment en données journalières, eh ben vous voyez que depuis 2 semaines, c'est un peu comme le Nasdaq. Et ben en fait, il n'arrive plus vraiment à monter, il ne baisse pas. Et quand bien même on émet des bougies rouges ici, c'est une englobante baissière en daily. Ben vous voyez que derrière, il n'y a pas de relais baissier. Donc on est toujours finalement en fait proche de la borne haute finalement de ce gros range qu'on peut matérialiser ici. Hop, on n'arrive pas à s'extraire par le haut, mais les signaux baissiers pour le moment n'apparaissent pas. Donc là aussi, j'avais une grosse zone de polarité, je vous en avais parlé sur 4520, on ne s'est pas installé en dessous, loin de là. Et ensuite, j'ai essayé de le travailler à la vente avec l'indice Nasdaq, sauf que ça n'a pas fonctionné puisque j'ai commencé à le vendre ici en sortie par le bas de ce range. Et en fait, la sortie par le bas de ce range, c'est voué être un échec. J'ai tout de suite coupé la position, d'accord? J'ai coupé la position sur le SP500 et pour le moment, je ne reprendrai pas de position tant qu'on ne retrace pas 50% de ce mouvement ascendant. Alors, ce mouvement ascendant, il est là. Hop, on va prendre le point bas, le point haut, et ça nous donne à peu près 50%. Tant qu'on ne repasse pas sous cette zone des 4575, pour le moment, je reste à l'écart, puisque ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de signaux de faiblesse. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que tu t'acharnes à la vente? Je ne m'acharne pas à la vente. Je travaille effectivement ces indices les plus faibles à la vente. Le Nikkei, vous avez vu que ça a donné quand même 1000 points de baisse. Le Nasdaq, ça a donné entre 300 et 400 points de gain, puisque à chaque fois qu'on est passé sous les 15 009, eh ben, ça a donné au moins 100 points. C'était mon premier objectif, voire mon deuxième objectif avec un TP2 à plus de 100 points sur le trade de lundi. Et derrière, ça n'a rien donné. Et sur le SP500, vous avez vu que finalement, ça n'a pas donné grand-chose. Alors, pourquoi ne pas être plutôt à l'achat? Parce qu'on est toujours dans des dynamiques haussières. Je vous l'ai déjà expliqué, je l'explique à nouveau. C'est que sur des données hebdomadaires, si on prend notamment ce qu'on appelle des bandes de Bollinger, alors ça peut nous permettre d'avoir ce qu'on appelle un peu des écarts types par rapport à la moyenne avec couplé à de la volatilité, et ben finalement on est dans des enveloppes. 95% du temps, on évolue dans ces enveloppes et quand ces enveloppes sont plates, et ben généralement on fait haut, bas, haut, bas. Vous avez vu qu'ici on a fait bas sur le SP500, on n'est plus très loin de la borne haute. Vous prenez même par exemple l'indice Dow Jones, on a fait le haut, on s'est replié en bas, on est à nouveau en haut. Ici, on cherchait des achats, ici, on cherchait des ventes. Donc là, c'est pour ça qu'on va commencer et qu'on commence à travailler à la vente. Quand bien même on a toujours une casquette bleue de manière générale, le but, c'est justement de travailler plutôt à la vente, les indices qui sont faibles, alors qu'on arrive sur des timings d'intervention qui semblent être intéressants. Quand je dis semble être intéressant, parce que pour le moment, effectivement, on n'a pas de gros signaux baissiers. Et si vous regardez le Nasdaq, c'est un peu la même chose. On a des bandes de Bollinger, alors certes, qui commencent à s'écarter un petit peu. Vous voyez qu'on a fait la borne haute, la borne basse, et puis là, on s'approche effectivement de la borne haute, et on est ici proche des records historiques. Alors, par contre, il y a une autre chose qui est quand même important avec cet élément-là, ces éléments-là, c'est j'aime bien aussi regarder le contexte par rapport aux taux à 10 ans. Et si on regarde les taux à 10 ans aux États-Unis, eh bien, on a eu en fin de semaine, avec les chiffres du NFP meilleurs que prévu, avec l'évolution des salaires moyens qui étaient supérieurs à ce qu'on attendait, un taux à 10 ans aux États-Unis qui remonte un petit peu. Donc ça devrait être favorable à une petite consolidation au moins des actifs risqués. Si on regarde le dollar américain, il a commencé à monter un petit peu. Donc là, c'est le dollar face à un panier de devises. Il a monté un petit peu, mais au moins, il s'est stabilisé. On n'a pas une grosse détente. Donc ça veut dire que pour le moment, les marchés, finalement, que ce soit sur le marché obligataire, mais également sur le marché des devises, on voit qu'il est plutôt stable. Il est plutôt stable depuis au moins une semaine. Ce qui explique pourquoi finalement, on a un SP500 qui est
plutôt stable, un Nasdaq qui est également plutôt stable, même si vendredi il a plutôt monté, même si sincèrement je comprends vraiment pas pourquoi, donc je préfère rester à l'écart pour le moment. Et si on regarde l'indice Dow Jones, finalement regardez toute la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et finalement le Dow Jones toute la semaine, il n'a absolument pas bougé. Donc là on fait face finalement à des indices qui aux États-Unis ne bougent plus. Maintenant, si on regarde côté Europe, et c'est là où c'est un petit peu hallucinant aussi, c'est qu'on a en fait un CAC et un DAX qui se sont complètement envolés. Alors pourquoi? Alors c'est lié bien évidemment aux actions qui les composent, mais surtout parce qu'en fait en Europe, on a de plus en plus, et je le disais tout à l'heure, des marchés qui estiment, des investisseurs qui estiment qu'il y aura entre 4 et 5 baisses des taux de la Banque Centrale Européenne l'année prochaine, lié également à des chiffres d'inflation en zone euro qui étaient ressortis la semaine passée, meilleurs que ce qu'on attendait. Et vous voyez en fait, le CAC par exemple, ici tout au long de cet été, on n'a fait que travailler à la vente, une fois, 2 fois, 3 fois, 15 fois, 10 fois pendant 3-4 mois, c'était super long. Finalement, on s'est approché proche de la borne basse qui était ici, finalement cette zone d'achat des 6008, 6009, vous vous souvenez. On retourne proche de la borne haute, 7004, 7005. Alors, c'est une zone de vente, certes, mais on a un flux pour le moment qui est haussier. D'où cette notion de polarité, d'où ce qui est important dans ces moments-là, c'est de se dire à partir de quel moment le marché me donne des signaux baissiers qui vont dans mon sens. Le but, c'est pas d'attraper le point haut, c'est pas de dire je vais vendre là, 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 et puis à un moment donné, on craque, puisque en fait notre compte, il commence à réduire, on a des moins-values qui commencent à augmenter, des tailles de position qui augmentent, mais c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. C'est tant que le marché nous donne tort, faut pas y aller, ou en tout cas, faut y aller vraiment de manière très très light, avec des tailles de position qui sont très très faibles. Et quand le marché nous donne raison, c'est là qu'on charbonne, c'est là qu'on augmente son exposition. Donc aujourd'hui sur le CAC, j'ai pas de position à la vente. On était il y a 2 semaines ici, ce que j'estimais dans le no man's land. Donc si on baisse, je paye là. Si on monte, je vends ici. Je vais commencer à le vendre ici. Alors est-ce que j'ai commencé à le vendre? Non. Pourquoi? J'ai aucun signal baissier. Il n'y a que des bougies vertes. À quel moment le marché me donnera des premiers signaux baissiers? Au moins si on passe sous la bougie précédente, 7440. Donc ça va être un niveau que je vais surveiller la semaine prochaine. Si on commence à passer là en dessous, ça m'intéresse effectivement de travailler à la vente puisqu'on aura des premiers signaux baissiers. Même chose sur le DAX, on vous avait parlé également avec Rodolphe. On arrive effectivement, on est passé même à travers de cette zone-là. Est-ce qu'on a une première bougie rouge? Absolument pas. Est-ce qu'une fois dans la semaine ou depuis 2 semaines, on est passé sous les plus bas de la bougie précédente, donc sous les plus bas de la veille? Absolument pas. Est-ce qu'on peut aller en haut du porte-voix? 17 200 points? Tout à fait. Donc pour le moment, même sur le DAX, si on se met également des bandes de Bollinger, vous allez voir qu'on est finalement sur les bandes de Bollinger supérieures et pas très loin. Et je le disais d'ailleurs, si vous faites partie d'IVT, dans le carnet de bord d'il y a 2 semaines, il y a encore un peu de potentiel sur les indices, notamment sur les indices européens, puisqu'on était quasiment au milieu de ce porte-voix, notamment au milieu de ces bandes de Bollinger que vous voyez de cette enveloppe, et qu'on pouvait avoir un peu de potentiel pour arriver proche des bornes hautes. Et maintenant, du coup, on est effectivement proche de ces bornes hautes. Donc là, tout le but du jeu, ça va être justement d'attendre des signaux baissiers, s'ils arrivent, bien évidemment. Alors, sur le CAC et le DAX, vous allez me dire, pourquoi tu n'as pas acheté? Tu es passé à travers un mouvement. Effectivement, je suis passé à travers de ce mouvement haussier. Si vous faites partie de ceux qui ont continué à acheter, que ce soit le CAC et le DAX, félicitations à vous. J'espère que dans le même temps, vous n'avez pas acheté le Nikkei qui a perdu 1000 points. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'effectivement, quand on a des marchés comme ça qui sont dispersés, des indices en forte hausse comme le CAC, le DAX, des indices en forte baisse, alors j'ai dit des indices parce que j'ai parlé que de l'indice Nikkei, mais si vous regardez l'indice chinois, Hang Seng, qu'est-ce qu'il a fait toute la semaine? Il a continué à baisser, on a fait à nouveau encore des nouveaux plus bas annuels. Grosse pression baissière là-bas. Donc, il y a des indices qui baissent. Je n'ai pas parlé du FTSE. Le FTSE, l'indice anglais, ne fait absolument rien. Les indices américains n'ont rien fait cette semaine, ont peut-être un petit peu monté en fin de semaine, mais c'est peut-être simplement des petits rachats de position. Mais si vous regardez le Nasdaq, vous regardez le SP500, ils n'ont pas bougé depuis 2 semaines, quasiment pas. Le Dow Jones, cette semaine, la semaine d'avant, il avait un peu monté. Cette semaine, il n'a rien fait non plus. Le Russell 2000, indice des petites capitalisations boursières, vous regardez qu'on est exactement au même point. On avait clôturé vendredi la semaine dernière à 1863.
On y était vendredi matin, enfin en tout cas à l'ouverture des États-Unis à 15h30. Vous voyez qu'on est simplement à 1876, donc on n'a pas bougé de la semaine non plus. Et on a effectivement des indices CAC et DAX qui ont monté. Donc, si on est plus à l'aise, et ça je le dis et je le répète, et je pense que c'est le truc à retenir, c'est qu'il y a des indices qui sont forts, au-dessus de zones de polarité. Il faut effectivement continuer à privilégier à l'achat si vous êtes plus à l'aise avec les achats. Moi, je ne suis pas à l'aise avec les achats en termes de timing aujourd'hui sur les niveaux actuels, tout simplement. Que ce soit des taux qui se stabilisent, des anticipations pour moi qui sont trop fortes et trop ambitieuses, et peut-être que le marché effectivement a raison, on le verra plus tard, trop d'ambition, trop d'optimisme concernant 4 ou 5 baisses des taux l'année prochaine de la Fed et de la BCE. C'est pas que j'y crois pas, c'est que je trouve que c'est assez ambitieux. Et je suis pas à l'aise en termes de timing. Et techniquement, on est sur des bandes de Bollinger supérieures proches de zones de résistance importantes. Et en plus de ça, cette semaine, on n'a pas eu non plus une détente extravagante, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, des taux à 10 ans aux États-Unis qui ont un petit peu remonté, du dollar américain qui a continué à se stabiliser. Donc j'estime qu'il n'y a pas non plus une grosse détente à ce niveau-là. Donc à privilégier bien évidemment à l'achat l'effort CAC et DAX. Est-ce qu'il faut acheter du SP500 et du Nasdaq sur les niveaux actuels alors qu'il s'agit des plus faibles? Pour moi, la réponse est non. Je suis plus à l'aise à travailler à la vente et d'ailleurs, ça a très bien fonctionné sur le Nasdaq. Ça n'a pas fonctionné sur le SP500, c'est ainsi. Le Nikkei, je l'ai travaillé à la vente, ça a donné 1000 points. Donc, il y a aussi des choses qui fonctionnent là-dedans. Encore une fois, il y a des indices qui baissent. Il faut les travailler à la vente sur ceux qui passent en dessous de leur polarité seulement. Il ne faut pas travailler à la vente le CAC. Il ne faut pas travailler à la vente le DAX, puisque ce sont des fusées, au contraire. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui en termes d'indices. Qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine? Eh bien, encore une fois, je vais tout simplement continuer à travailler les faibles. Peut-être que ce sera plus le Nasdaq, peut-être que ce sera les indices européens la semaine prochaine. Je n'en sais rien. Et je vais relever mes niveaux d'intervention. Je vous en ai partagé, je vous en partage quelques-uns. Le CAC arrive dans une zone de résistance. Si on passe sous 7440, ça m'intéresse. Le DAX sous les 16 500 points, on réintégrerait cette zone-là. Ça m'intéresserait également. Le Nikkei, alors là, tant qu'il est sous les 33 000, eh ben, tous les rebonds, pour moi, je vais les vendre sur des zones, par exemple en horaire, où on peut utiliser des moyennes mobiles à 50 heures, ou ce genre de choses. Donc, tous les rebonds pour moi et les signaux baissiers, tant qu'on est sous les 33 000, qui sera ma polarité pour la semaine prochaine, eh ben, tant qu'on sera là en dessous, je vais continuer à le travailler à la vente, même si mon deuxième objectif a été atteint. Sur le Nasdaq, 15 009, gros zone. Si on passe là en dessous, eh ben, je continuerai à le travailler à la vente. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Pareil sur le SP500, mais je remonte ma polarité des 4520 à 4550. Si on commence à s'installer sous 4550, ça m'intéresse de travailler à la vente puisqu'il va me confirmer, il va m'indiquer qu'il est plus faible par rapport aux autres indices. Je continue peut-être aussi avec le Dow Jones sous 36 000. Cette zone, elle est claire et nette. Vous regardez sur l'indice cash. Vous voyez cette petite phase de latérisation ici. Bah, si on s'installe là en dessous, bah, j'estime qu'effectivement, on peut avoir un signal de faiblesse. Alors, un signal de faiblesse, ça ne veut pas dire que le marché va s'effondrer et va perdre 15%. J'estime simplement qu'une petite consolidation de 2%, ce serait légitime, ce serait même salutaire et ça ne remettrait même pas d'ailleurs en cause la tendance qui est pour le moment ultra haussière. Mais si vous regardez ici sur des données hebdomadaires, vous regardez où se situe désormais l'indice Dow Jones. Est-ce que c'est intéressant de l'acheter ici? Je ne sais pas. En tout cas, il vaut mieux pas qu'il y ait des retours de hausse d'inflation, qu'on ait à droite et à gauche, ou que ce soit aux États-Unis ou en zone euro, puisque ça voudrait dire que le marché a suranticipé ces baisses des taux et donc le marché va s'ajuster et on risque d'avoir du coup une consolidation un peu forte si on estime que l'élastique est tendu, notamment à la hausse en ce moment. Concernant le cours de l'or, grosse mèche, comme je le disais, au-dessus des records historiques, puisqu'on a fait des nouveaux records historiques. Est-ce que c'est inquiétant cette mèche? Pas forcément. On a des moyennes mobiles qui sont toujours haussières. À voir si la semaine prochaine, on arrive à repasser au-dessus des 2015 $, qui serait du coup un nouveau signal positif à court terme pour continuer dans le cadre de cette dynamique qui reste tout de même haussière. Donc peut-être un petit peu de patience là. L'euro-dollar, pour le moment, est de nouveau en no man's land, donc en plein milieu de ce range. Donc là, je ne fais pas grand-chose. On a un petit signal de faiblesse. Je l'ai acheté 3, 4, 5 reprises pendant la montée. Je suis sorti ce qu'on appelle en stop win. J'ai pris mes gains sur l'euro-dollar, sur cette stratégie acheteuse.
je n'insiste pas, je ne m'acharne pas, puisque pour le moment, et surtout je ne paye pas, puisque pour le moment, vous voyez, on est passé sous mes zones de polarité, c'était autour des 1,09 et ensuite 1,0860, on est passé là en dessous, s'installe là en dessous, tant que j'ai pas des signaux positifs pour le moment sur l'euro-dollar, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 1,0820, ça ne m'intéresse pas. Et concernant les cours du pétrole, j'en parlais également. Là aussi, vous voyez qu'on est en train de revenir proche de cette zone. Alors, c'est une zone assez large, hein, autour des 74-70 $. On est sur une zone qui a réagi dans le passé. Et donc, cette zone qui a réagi est pour moi plutôt une zone d'achat plutôt que d'une zone de vente. Il vaut mieux le vendre quand il remonte autour des 100 $, 95 $, comme ça a été le cas, et plutôt l'acheter lorsqu'on est en zone basse. Voilà pour moi de manière très simple, mais si je veux rajouter et terminer sur une chose, encore une fois, ça fait 2 semaines qu'on est dans une période, je ne vais pas dire chaotique, mais vraiment compliquée en termes de visibilité de marché, parce qu'encore une fois, les planètes ne sont pas alignées, il y a des indices qui explosent, il y a des indices qui baissent fortement, il y a des indices qui ne font rien, on a un taux à 10 ans qui monte un peu, mais les indices américains montent aussi, on a un dollar qui se stabilise, mais voilà, des indices américains, on a l'impression qu'ils ont plutôt envie de monter que l'inverse, on a l'or qui fait une énorme mèche, et puis qui finalement derrière, on a l'impression qu'il est en train de faire un coup de Trafalgar, alors que finalement la tendance court terme reste comme elle est, même si on a un échec sur les plus hauts historiques. Donc c'est franchement pas évident, et si on regarde d'autres indices comme le FTSE qui fait pas grand chose, l'Eurostock est arrivé sur une zone de résistance mais qui n'a pas donné de signal baissier, tout comme d'ailleurs le CAC JR qui s'est un peu enflammé au-dessus de cette zone de résistance. Est-ce qu'on va la réintégrer ou pas? En tout cas, moi j'estime qu'aujourd'hui, ce timing-là est un peu trop tardif pour prendre le train en marche. Ce n'est encore une fois que mon avis. Effectivement, cette semaine, le début de semaine a été très sympathique puisqu'on a eu des baisses sur le Nasdaq. On en a profité. Une baisse de 1000 points sur le Nikkei, on en a profité. Et fin de semaine, on s'est installé au-dessus des zones de polarité. Je n'ai pas profité effectivement du CAC et du DAX, mais j'estime que c'est pas très grave. Et un petit mot concernant le marché des crypto-monnaies. Alors, on a eu la capitalisation totale qui a continué à progresser en mettant des bougies vertes les unes après les autres. Le Bitcoin qui, on peut dire, a mis une impulsion lundi, mardi, puis s'est stabilisé tout au long de la semaine. On est toujours dans une dynamique ultra positive, encore une fois, tant qu'on passe pas sous les 40 000 $. Donc, on relève systématiquement en fait les niveaux justement d'invalidation de cette dynamique haussière. Tant qu'on ne repasse pas sous les 40 000, 40 500 $, on est toujours dans une dynamique positive. L'Ether, sur lequel je n'ai pas renforcé de position puisque j'attendais un repli sur la moyenne mobile à 50 jours qui n'est jamais arrivé, toujours dans cette dynamique haussière, il arrive enfin à sortir de ce gros range dans lequel on était depuis maintenant quasiment 2 ans, ici autour des 2100 $. Il arrive à s'extraire par le haut, ça continue, ça poursuit. J'estime encore une fois que ce n'est pas forcément un timing pour rentrer sur le marché maintenant, et surtout, en fait, la capitalisation totale qui était coincée ici sort par le haut, ce qui montre qu'il y a toujours des cryptos qui restent toujours très très fortes. Alors, on en a parlé sur IVT, je vous en avais parlé ici notamment. Celles qui sont vraiment au-dessus de leur moyenne mobile à 20 jours. Solana, très très forte. Link, on en avait parlé aussi, qui fait partie des fortes. Et d'ailleurs, vous regardez toutes quasiment similaires. On a des triangles symétriques. Les tendances se prolongent X fois, ne se retournent qu'une seule fois, et surtout lorsqu'on a des phases de latérisation, que ce soit sous forme de triangle ou autre, ou de rectangle, peu importe, ou de range, on a plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente que l'inverse, et vous voyez que Solana, c'est le cas. Link, on a à peu près la configuration relativement similaire, au-dessus de la MM20 Daily, on continue, on poursuit, donc il faut toujours privilégier les fortes. On a par exemple CAS, qui elle tarde à sortir par le haut de ce triangle symétrique, mais peut-être qu'il faut attendre un petit peu. Joe, je vous en avais parlé la semaine dernière, vous vous souvenez, très forte, retour sur MM20 Daily. Depuis dimanche dernier, elle a continué à prendre 30%. Donc la preuve qu'elle fait partie encore des forts. Donc ce qui n'est pas forcément évident dans ce marché, c'est de continuer en fait à privilégier les achats alors que finalement il y a certaines cryptos comme ici INJ, je vous en avais parlé il y a un sacré bout de temps, et on en avait parlé avec Rodolphe notamment ici, qui a fait quasiment x3, vous voyez qu'on a des phases de latéralisation ici, et systématiquement, en fait, on arrive à relancer en réalisant de nouveaux plus hauts annuels. Ce n'est pas forcément évident en termes de timing de payer, mais en fait, on voit globalement qu'il y a de moins en moins de vendeurs sur le marché. Il y a encore beaucoup de cryptos qui restent très fortes, comme par exemple RNDR,
Voilà, il y en a des dizaines et des dizaines. Donc il faut continuer à privilégier celle-là si on a une gestion active, mais surtout en restant méfiant, parce qu'à un moment donné, effectivement, cet afflux d'entrée et de liquidité qui entre sur le marché des cryptos, à un moment donné, va se tasser et on va avoir ce qu'on appelle en fait des replis, voire peut-être même des spikes, un petit mouvement de panique, puisque lorsqu'on regarde un petit peu au niveau des liquidations et des expositions qu'on a, on a certains qui rentrent en levier 20, 30, 50, 100, voire 200 sur le marché. Et il suffit qu'il y ait une petite étincelle pour que derrière, on ait des liquidations qui s'enchaînent et qui enchaînent les autres et tout. Et donc, ça peut entraîner des baisses de 10, 15, 20, 30% très très rapidement. Je ne dis pas que ça va avoir lieu, je ne dis pas que ça ne va pas avoir lieu demain. Ça peut avoir lieu demain, ça peut avoir lieu dans un mois, dans 3 mois, ou voire pas du tout. Mais c'est le risque quand le marché comme ça est en surchauffe. On risque d'avoir effectivement, il faut s'y attendre. Donc attention à l'effet de levier, n'utilisez pas l'effet de levier. Ou en tout cas, il faut le faire, mais de manière ultra rigoureuse. Mais encore une fois, je déconseille fortement d'utiliser ce genre de procédé pour accentuer finalement les mouvements qui sont déjà quand même relativement importants sur le marché des cryptos. Parce que quand tout va bien, super, on est les rois du pétrole. Par contre, dès qu'il y a une petite étincelle, c'est la fin du monde tout de suite. Donc attention à ce retour de bâton qu'on pourra avoir. Donc là, le projet, c'est quoi? C'est oui, à très court terme, on peut continuer à privilégier celles qui sont fortes. Et puis peut-être sur les plus grosses, en tout cas moi c'est ce que j'attends, pour le moment ça ne vient pas, c'est notamment sur les grosses cryptos, donc à forte capitalisation, peut-être des replis sur des niveaux plus importants, des replis lorsqu'on aura du 15-20% de baisse sur des moyennes mobiles par exemple. Voilà pour le marché crypto dans son ensemble qui se comporte encore très très bien et qui fait vraiment une fin d'année en fanfare. Et ça donne plutôt le sourire aux lèvres pour les crypto enthousiastes. Bon, j'espère que ce débrief hebdo vous aura plu. Merci encore pour votre soutien. C'est vrai que cette fin d'année est quand même pas terrible en termes de visibilité. Voilà, je me le cache pas. Et ça arrive à tout le monde encore une fois. Et vraiment, la priorité dans ce type de moment, j'en ai déjà parlé dimanche dernier, c'est vraiment de diminuer la taille de ses positions, ne pas se fixer d'objectifs pour faire de l'overtrading, chercher de la performance alors que le marché ne nous donne pas raison. Alors effectivement, on peut se dire qu'on a loupé des mouvements ici et là. On essaye de faire avec ce qu'on voit, ce qu'on a, ce qu'on comprend. Parfois, il y a des périodes comme ça de vide. J'en fais partie. Alors peut-être que je devrais m'excuser, mais ça arrive à tout le monde encore une fois. Et je préfère vous le partager comme ça que de vous dire « Ah, mais il aurait fallu faire ci, il aurait fallu faire ça ». Bon, en tout cas, faut pas lâcher, messieurs, dames. Passez bien évidemment de belles fêtes de fin d'année. On se retrouve dimanche prochain, mardi sur Twitch, tous les jours sur IVT, tous les matins en Morning Mood. On n'oublie pas, mercredi soir, rendez-vous avec la Fed, très important pour cette fin d'année. En attendant, prenez soin de vous. Encore un grand merci pour vos likes, vos partages, vos messages. Ciao!